mes auditeurs, bonsoir, bienvenue sur LCNN, le canal Nabo News. Vous écoutez depuis la région métropolitaine de Washington DC, vous écoutez Nabo News Radio. Nous sommes toujours heureux de vous avoir en notre compagnie. Nous acheminons vers la fin de notre week-end. Le thème que nous avions choisi pour ce week-end, c'était la désobéissance civile. Nous en avons parlé avec quelques-uns de nos compatriotes. Nous en avons un encore ici dans le studio que nous allons recevoir pour essayer d'en parler encore. Il s'agit donc de notre frère, secrétaire général du Front populaire ivoirien dans la région métropolitaine de Washington, D.C., Monsieur Blé Wandji Seri qui est avec nous. Bonsoir, Monsieur Seri, comment allez-vous? Bonsoir, Clément, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, nous sommes ensemble pour parler de notre topic qui, pour cette semaine, était intitulé « Désobéissance civile en Côte d'Ivoire », la désobéissance civile en Côte d'Ivoire, pour en parler un peu et voir un peu le point de vue de nos compatriotes ici dans la diaspora par rapport, disons, à cette... à l'appel qui a été lancé. Je le disais tantôt, c'est un thème qui n'est pas nouveau d'ailleurs, mais pour nous en Côte d'Ivoire, qui est très nouveau, parce que la population n'est pas habituée à cela. On dit une option, voilà, une option de manifestation, disons, de lutte, mais qui n'est pas, disons, connue de nos populations. Alors, qu'est-ce que c'est de façon générale? On nous fait, de façon générale, la désobéissance civile est le refus assumé et public de se soumettre à une loi, à un règlement, une organisation ou à un pouvoir jugé unique par ceux qui le contestent, tout en faisant de ce refus une arme de combat, disons, pacifique. Voilà. Alors, on se souvient donc que le 20 septembre dernier, c'était dimanche dernier exactement, jour pour jour, le président Henri Konan Bédié, disons, à l'occasion d'une rencontre de la plateforme des partis politiques et associations de la société civile, a lancé un appel à la désobéissance civile. Depuis donc cette date-là, les Ivoiriens sont appelés à désobéir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Quel impact cela va avoir sur la population? Ma question à vous, Monsieur Blé Seri, c'est de savoir quel est, selon vous, l'impact, disons, que cet appel a eu sur la population jusqu'à la date d'aujourd'hui. Merci, Clément Nabo. Merci de m'avoir sur votre plateau ce soir. Et avant de répondre à votre question, je voulais dire que merci à tous les Ivoiriens qui sont mobilisés aujourd'hui pour dans tous les pays, en Côte d'Ivoire comme dans la diaspora, pour dire non à un troisième mandat du chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara. Et la constitution ivoirienne dit bien qu'il ne peut pas avoir un troisième mandat et que se proposant d'être candidat pour un troisième mandat, c'est violer la constitution de notre pays. Et il faut éviter cela parce que c'est en ne respectant pas les lois que nous nous sommes données nous-mêmes que les problèmes surviennent toujours dans nos pays. Donc, je voulais vraiment dire merci à tous les Ivoiriens qui se battent aujourd'hui pour que ce troisième mandat n'ait pas lieu pour M. Alassane Dramane Ouattara. Revenant maintenant à votre question, la désobéissance civile, le mot d'ordre de la désobéissance civile lancé par la plateforme de l'opposition à Abidjan, en particulier le président Henri Konan Bédié qui a lancé cet appel. Moi, je dirais que c'est une bonne chose, c'est bienvenu. C'est une bonne chose parce que quand les lois d'un pays ne sont pas respectées, quand le gouvernement ne respecte pas les lois du pays ou bien les lois qu'il s'est données lui-même, la population n'a pas autre moyen que d'utiliser ce genre de combat pour permettre aux autorités de comprendre que les gens ne sont pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est bien, ça a été lancé, c'est une bonne chose. Mais pour le moment, pour moi, ça n'a pas de contenu. Il faut qu'on lui donne un contenu. Il faut qu'on donne un contenu à la désobéissance civile. Parce que s'il n'y a pas de contenu, qu'est-ce que la population va suivre exactement? Il faut dire à la population, écoutez,
c'est la désobéissance civile, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose et telle autre chose que vous ne devez pas respecter, que vous ne devez plus considérer. Mais pour le moment, il n'y a pas de contenu. Donc, vraiment, c'est un peu difficile de dire qu'on est satisfait ou bien de dire que, bon, elle a... Parce que quand on appelle les gens sur place à Abidjan, ils savent ça, mais ils ne savent pas quoi faire. Voilà. Est-ce que vous voulez nous dire que l'opposition, avant de lancer cet appel à la désobéissance civile, n'a pas mûrement réfléchi pour lui donner un contenu? Ah ben, ils ont réfléchi, mais certainement qu'ils ont donné un contenu, mais le contenu n'est pas encore au niveau de la population, c'est ce que je voulais dire, quoi. Certainement qu'ils ont un contenu parce que ce sont quand même des responsables de partis, des responsables de groupes politiques. Et si, avant de lancer un message, je pense qu'ils ont bien réfléchi comment il faut exécuter ce message. Je pense qu'ils ont bien réfléchi, mais pour le moment, la population n'a pas encore le message qu'il faut, qu'il leur faut pour pouvoir commencer la désobéissance civile. Oui, mais comment la population doit-elle avoir ce message pendant que on s'apprête pour donner, disons, un message à la population, lancer un appel? Comment est-ce qu'on ne peut pas tout mettre dans un contenu? Parce que faut-il encore qu'on se réunisse pour décider de mettre un contenu dans cet appel? Non, je ne pense pas. Ils n'ont pas besoin de se réunir. Maintenant que le message de la désobéissance civile est dehors, dehors, disons, dans la rue. Maintenant, il revient maintenant à ces mêmes opposants, à ce même groupe d'opposants là, de dire que, écoutez, par rapport à la désobéissance civile, voilà ce que nous voulons faire cette semaine. Voilà ce que nous voulons faire la semaine suivante. Moi, par exemple, si j'avais un conseil à donner à ceux qui sont sur place à Abidjan, c'est il faut frapper là où ça fait mal pour que le pouvoir puisse reculer. C'est-à-dire, les sponsors du pouvoir en place à Abidjan, il faut s'attaquer à leurs intérêts. Je veux parler de la France. Parce que le mal de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la France. Donc, pour pouvoir pour pouvoir guérir ce mal-là, il faut s'attaquer à la racine de ce mal-là. La racine de ce mal-là, c'est la France. Parce que tant que les Français vont se balader en Côte d'Ivoire comme en vacances dans une plage ou bien dans un safari, ou bien tant que leurs intérêts ne seront pas inquiétés, Ouattara continuera toujours de faire ce qu'il a envie de faire et les Ivoiriens vont tout continuer à le subir. Donc, voilà, par rapport à la désobéissance civile, le message que moi je peux donner, c'est d'abord par commencer, les Ivoiriens doivent d'abord commencer à boycotter les produits français. Carrefour, Orange, les compagnies qui sont sur place à Abidjan, qui sont en vue là, il faut d'abord commencer par les boycotter. Et même l'eau, la SODECI ou bien la compagnie d'électricité, les Ivoiriens peuvent refuser de payer leur facture d'électricité. On ne peut pas couper l'électricité à tout le monde. Voilà. Donc, c'est ce genre de message que l'opposition devrait lancer par rapport à la désobéissance civile. Voilà, cela m'amène à vous poser la deuxième question. On se souvient que l'opposition déjà avait lancé des actions contre la candidature de Alassane Ouattara, des manifestations qui d'ailleurs ont occasionné des morts. Est-ce que, selon vous, cet appel à la désobéissance civile n'est pas le signe de l'impuissance d'une opposition qui est en manque de stratégie? Bon, de revenir un peu dessus, parce que vous avez dit que tout le monde constate que cette désobéissance civile n'a pas de contenu. Désobéir à quoi? Alors, est-ce que ce n'est pas le signe d'une impuissance, de l'impuissance d'une opposition qui est en manque de stratégie? En fait, je ne dirais même pas que l'opposition a un manque de stratégie, mais moi, je pense qu'il y a un manque de leadership au niveau de l'opposition aujourd'hui. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Il y a un manque de leadership au niveau de l'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est vrai, le président Bédié, il fait ce qu'il peut faire, mais ce n'est pas un jeune homme de 30 à 40 ans qui peut se mettre, qui peut dire, bon, je suis dans la rue, suivez-moi, on va aller faire telle chose. Ça, pour que
ça marche, pour que la désobéissance civile marche, il faut un leadership. Mais aujourd'hui, compte tenu des circonstances de vie en Côte d'Ivoire où la dictature ne fait pas de cadeaux aux Ivoiriens, les gens ont pratiquement peur de prendre leurs responsabilités, surtout au niveau de l'opposition. Ils ont peur de prendre leurs responsabilités parce que, bon, ils n'ont pas envie d'aller en prison ou bien de ne pas... Mais moi, je dis que quand on veut faire de la politique et quand on fait la politique et on a peur de la prison, ce n'est pas la peine de faire la politique. Oui, c'est pas la peine. Comme disent les anglophones, ça ne make pas sens de vouloir faire la politique de la prison, parce que c'est même dit dans la définition de la désobéissance civile, il faut assumer, c'est de refuser de respecter les lois. Donc, on est sûr qu'en ayant refusé de respecter les lois, il y a des sanctions. Donc, il faut être prêt à assumer ces sanctions. Alors, exactement. Exactement. Peur d'assumer l'exception, est-ce que ça vaut la peine d'instrumentaliser donc la jeunesse et à la jeter dans la rue? Je ne pense pas que l'opposition soit en train d'instrumentaliser la jeunesse. Parce que ce qui se passe aujourd'hui là, parce que quand tu regardes bien les leaders de l'opposition réunis, ce sont des gens qui n'ont pas moins de 50 ans. Et le combat qu'ils mènent là, c'est le combat de la jeunesse. Et moi, je souhaiterais que la jeunesse ivoirienne s'approprie le combat que les gens l'opposition est en train de mener aujourd'hui. Il faut que la jeunesse s'approprie ce combat. C'est pour eux. C'est pour eux. Ce combat-là est en train d'être mené parce que la Côte d'Ivoire de demain, c'est eux. Si demain, les choses restent en état, comme on le voit aujourd'hui, ce sont ces jeunes-là, c'est la jeunesse qui est, disons, sacrifiée parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les gens sont allés à l'école, ils ont des diplômes, ils ne peuvent même pas. J'ai des exemples de gens qui ont un master ou bien qui sont gérants de cabines téléphoniques ou bien qui font du garba. C'est désolant dans un pays qu'on dit en voie d'émergence, dans un pays sous-développé qui est en voie de développement où des gens sont formés pour aider le pays à aller de l'avant, mais ils ne peuvent pas travailler dans les secteurs pour lesquels ils sont formés et ils sont obligés de faire des petits boulots. Ça, la jeunesse devait refuser cet état de fait. Et donc, si l'opposition lance la désobéissance civile, c'est par rapport à la jeunesse. Et la jeunesse doit s'approprier cette désobéissance civile-là. Et puis, dès que un mot d'ordre est lancé, la jeunesse doit suivre le mot d'ordre pour qu'il y ait changement dans ce pays-là. Parce que... Ouais, vas-y. Non, je voulais dire, encore faut-il que cette jeunesse comprenne véritablement le sens de l'appel qui lui est lancé. Si tant est qu'il s'agit de son avenir, est-ce qu'il n'y a pas une autre forme de sensibiliser la jeunesse pour qu'elle soit consciente de la situation sociopolitique qui met en péril son avenir, au lieu de lui demander de désobéir aux lois? Non, je suis un peu d'accord avec toi, mais la jeunesse ivoirienne, moi, je pense que politiquement, elle est assez mûre politiquement. Elle sait ce qui se passe. Elle sait ce qui se passe. Mais comme la jeunesse, généralement, est sous la direction des groupements politiques, tant que les groupements politiques ne leur disent pas de faire quelque chose, ils ne peuvent pas le faire. Sinon, c'est ça. Quand je disais tout à l'heure, il y a un manque de leadership, c'est de ça que je parle. En son temps, quand dans les années 90 jusqu'à 2000, enfin, au-delà, mais on sentait un leadership en Côte d'Ivoire. On sentait un leadership, mais maintenant, il y a un manque de leadership. Je prends le cas de mon parti, par exemple. Dans mon parti, il y a carrément un manque de leadership et c'est ce qui fait que nous avons des problèmes internes aujourd'hui au pays. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est un peu comme, j'ai parlé du RP pour dire un peu, c'est à l'image de toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui, surtout l'opposition ivoirienne. Il n'y a pas de leadership. Il n'y a pas de leadership et les jeunes, c'est vrai, aujourd'hui, ils sont prêts à faire ce qu'ils ont envie de faire, mais ils ne peuvent pas
Sans leadership, ils sont bloqués, disons. D'accord. Parce qu'au début quand Ouattara a dit qu'il serait candidat le 6 août, spontanément, les jeunes sont descendus dans la rue la semaine qui a suivi. Et ils ont été attaqués et par la police et par les microbes qui ont infiltré les marches. Et c'est comme ça, il y a eu des morts. Mais quand les jeunes l'ont fait, il n'y a pas eu un mot d'ordre du côté des partis d'opposition pour les encourager. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons une accalmie de ce côté-là à Abidjan. Les revendications de l'opposition se résument entre autres en des points suivants. Retrait de la candidature de Alassane Ouattara, dissolution de la commission électorale indépendante, dissolution du Conseil constitutionnel et entre autres report du scrutin. Avez-vous le sentiment raisonnablement que le pouvoir en place est à même d'accéder à ces revendications? Non, je ne pense même pas. Il faut être vraiment sur la planète Terre pour croire à la planète Mars pour que ce régime en Côte d'Ivoire puisse même écouter, ne serait-ce même que leurs propres partisans. C'est un pouvoir qui, aujourd'hui, qui est dans une logique de destruction de la Côte d'Ivoire. Le pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Je m'explique. Je m'explique. Parce qu'un pouvoir dans un État bien organisé, quand le pouvoir pose un acte et que, ne serait même qu'un tiers de la population dit que l'acte que vous avez posé là, ce n'est pas un bon acte, ce n'est pas bon pour la cohésion sociale du pays, ce n'est pas bon pour la paix dans le pays, le pouvoir doit écouter. Le pouvoir doit écouter. Mais le pouvoir n'écoute pas. Au contraire, il continue de poser des actions qui ne vont pas dans le sens de l'apaisement ou bien de la paix dans le pays. Il n'y a même pas encore, il y a, je crois, vendredi, on a eu des informations qu'il y a, deux secrétaires fédéraux du RPI qui ont été enlevés au niveau d'Abidjan, à Yopougon, et l'autre, je crois, c'est à Trècheville. On ne peut pas continuer à... Parce que c'est comme si nous étions maintenant dans un régime, à l'époque, en Haïti, au temps de Duvalier, où on avait les tontons Macoute. Parce qu'à l'époque, oui, à l'époque en Haïti, dès que quelqu'un s'opposait ou bien disait quelque chose qui allait contre le régime, la personne disparaît. La personne disparaît. On ne sait pas où la personne est partie, mais elle disparaît. C'est ce qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les Ivoiriens, le pouvoir est en train d'exercer une pression totalitaire qui ne permet pas aux gens vraiment de s'exprimer dans ce pays-là. Et c'est ça qui fait que quand les mots d'ordre sont lancés, les gens sont souvent hésitants d'être dans la rue. Tout à fait. Alors, on observe, on observe que l'opposition ivoirienne, la stratégie principale de l'opposition ivoirienne, c'est de diaboliser Alassane Ouattara. Tantôt, on dit qu'il n'est pas ivoirien, tantôt, on dit qu'il est un dictateur, il est, comme vous l'avez dit vous-même, le pouvoir est en train de détruire la Côte d'Ivoire. Disons, on le peint, disons, très en noir. Et donc, la stratégie de l'opposition, de façon générale, on a l'impression qu'elle est axée sur l'individu Alassane Ouattara, au point que tout ce qu'on fait tourne autour de lui. Est-ce que vous ne pensez pas, que cette stratégie commence à montrer ses limites, c'est-à-dire s'appuyer sur la personne de Ouattara en tant qu'individu ou en tant que Ouattara, est-ce que cela n'est pas en train de montrer ses limites? Bon, je ne pense même pas que Ouattara soit ciblé de façon individuelle ou personnelle, mais il est la tête, il est le visage du pouvoir en Côte d'Ivoire. Il y a des actes qui sont posés par ce gouvernement-là pour le pouvoir en Côte d'Ivoire. Je suis sûr et certain que Ouattara n'est même pas au courant de ces actes qui sont posés. Parce qu'il y a des gens autour de lui qui pensent que sans ce pouvoir-là,
et ils ne représenteront plus rien en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est eux qui sont en train de poser certains actes très, très réprimables hein, vis-à-vis de la loi et que le pouvoir ne dit rien sur ces actes-là. Voilà pourquoi, quand les gens parlent, ils parlent de Ouattara. Et ils disent le nom de droit. Parce que Ouattara est le visage de ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Non, non. Non. Oui, d'accord. Mais pour illustrer mon image, hein, je veux dire, même ici, au niveau de la diaspora, il y a des organisations de la société civile, jusqu'à la date d'aujourd'hui, qui ne reconnaissent pas en Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire. Je veux dire que son autorité jusqu'à présent même est rejetée. C'est-à-dire la personne de Ouattara focalise un peu l'opposition de façon générale en Côte d'Ivoire. C'est ça le sens de la question. Oui, je suis d'accord. Hein, oui, c'est vrai. Parce que dans la diaspora, surtout dans la diaspora ici, nous disons le plus souvent Ouattara n'est pas le président de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'a pas été élu. Ouattara n'a jamais été élu en Côte d'Ivoire. Il a été imposé par des bombes de l'ONU, de la France et avec l'aide de l'administration Obama. Donc, il n'a jamais été élu. Et comme il n'a pas été élu, et comme lui, il était en mission personnelle, parce qu'il a dit, au sortir de Marcoussis, il a dit que lui, il est satisfait de l'accord de Marcoussis et que lui, il va diriger cette Côte d'Ivoire-là parce que les Ivoiriens sont tellement arrogants, mais quand il va finir de diriger la Côte d'Ivoire, quand il va finir son mandat, les Ivoiriens ne seront plus rien dans la sous-région. Voilà, ça, ce sont les termes de Ouattara. Je n'ai pas interprété ça. Si tu peux retrouver ces discours, hein, il a dit ça là-dedans. Tu vois, non? Donc, voilà pourquoi les gens, quand les gens ont, je ne dirais pas lui en veulent, mais voilà pourquoi les gens ont tendance à dire que ce n'est pas... les gens ont son nom dans la bouche. Parce que pour un président, bon, même si on t'a mis là à coup de bombe, on t'a mis à la tête du pays à coup de bombe, qu'est-ce que tu fais d'abord? Tu essaies de réconcilier la population. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il a continué à pourchasser les Gbagbo, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, il les a pourchassés. Ils ont même fait déposséder de certaines personnes de leurs biens, de leur maison, de leur terre. Ça ne se fait pas dans un pays où on veut, un pays qu'on veut diriger. Parce que les gens à qui tu fais tout ça là, et ils sont dans qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est ça le problème. Ouattara il n'est jamais venu à la tête de la Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire. Il est venu là pour défendre les intérêts de la France et les intérêts des oligarchies qu'on met le plus souvent sous le sceau de communauté internationale. Voilà. Voilà. Alors, à l'occasion de sa visite d'État hein, dans la Maraoué, c'était de la fin de disons, hier, on pourra dire, le président Ouattara a déclaré que l'obéissance civile, l'appel à la désobéissance civile lancé par l'opposition n'ira nulle part. Quel commentaire faites-vous de cette déclaration? Oui, il dit ça c'est de bon. Il dit qu'elle n'ira nulle part parce qu'il a ses milices et ses microbes qui seront là pour contrecarrer toute action que les gens vont chercher à mener de façon publique à Abidjan ou bien à l'intérieur du pays. C'est tout. Il compte sur la violence de son pouvoir pour dire que ça n'ira pas quelque part. Parce que aujourd'hui, il y a des gens, il y a des leaders d'opinion aujourd'hui qui sont cachés, qui sont obligés de vivre aujourd'hui dans le souterrain, comme on dit. Parce qu'ils sont recherchés. Hein? Ils sont recherchés parce qu'ils savent que si ces gens-là ouvrent la bouche, les gens vont suivre. Je vais parler de Daï Nestor. Daï Nestor qui est recherché pratiquement tous les jours. Le président, le secrétaire général de la jeunesse RPI de Tchou. Aujourd'hui, il est recherché tous les jours. L'autre jour, Kouya Justin, il allait à son travail, on l'a trouvé, on l'a arrêté, on a dit qu'il était en train de préparer à détruire des biens publics à Korogo. Ce qui est complètement, hein, je m'excuse du mot, ce qui est complètement dégueulasse parce que on ne peut pas arrêter quelqu'un sur la base de soupçons qui ne sont même pas vérifiés. Vous étiez hier à une manifestation devant la Maison Blanche pour protester contre la candidature d'Alassane Ouattara devant la Maison Blanche.
je vous posais la question de savoir, déjà que la Cour constitutionnelle a disons, inscrit M. Alassane Ouattara comme candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre, est-ce que cette demande aura un effet? Moi, personnellement, hein, et c'est la seule fois que je pense que je suis d'accord avec Soro, c'est la seule fois, parce que c'est quelqu'un que je n'ai jamais considéré comme un individu normal, mais c'est la seule fois que je suis d'accord avec lui, où il dit que Ouattara ne doit pas et ne sera pas à ces élections du 31 octobre 2020. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Les jours à venir, nous le dirons. Parce qu'il n'a pas le droit d'être candidat à cette élection. Et s'il veut forcer, les Ivoiriens aussi vont utiliser d'autres manières pour l'en empêcher. Et pourtant, le Conseil constitutionnel, qui est l'organe qui décide, disons, à valider sa candidature. Alors, comment est-ce que on peut comprendre que non, je vais comprendre pour nos auditeurs comment ça va se passer, dans la mesure où le Conseil constitutionnel, qui est l'organe qui décide, valide sa candidature, et comme vous l'avez dit, Soro dit qu'il ne sera pas candidat. J'aurais peut-être compris que peut-être il sera battu dans les urnes, mais quand on dit qu'il ne sera pas candidat, comment cela va se passer? Non, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Les Ivoiriens feront tout pour qu'il n'y ait pas d'élection. On va aller à une transition. On va aller à une transition et la transition va essayer de colmater, de soigner les plaies que le pouvoir Ouattara a créé dans la Côte d'Ivoire, le tissu social que le pouvoir Ouattara a cherché à détruire ou bien a cherché à détruire en permanence. Il faut une transition pour soigner, pour recoudre les morceaux du tissu social d'abord et puis passer les plaies avant qu'on aille à une élection juste, équilibrée et inclusive. Parce que, tel que nous voyons la CEI est sous l'ordre du pouvoir Ouattara. Le Conseil constitutionnel est sous l'ordre du pouvoir Ouattara. Parce que moi, je n'ai pas fait le droit, mais quand tu écoutes les juristes parler, la constitution ivoirienne que Ouattara lui-même a demandé à ce que des gens écrivent à son compte. Cette même constitution l'empêche d'être candidat. Lui interdit d'être candidat à un troisième mandat. Ils ont trouvé un superflu pour dire que la constitution a été promulguée en 2016, donc c'est le premier mandat de la constitution. C'est faux. Hein? Ça ne tient pas, ça ne peut pas tenir, ça ne tient pas. Et le Conseil constitutionnel, qui est normalement le garant de toutes les lois qui sont promulguées en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel est resté muet là-dessus parce qu'il est partisan. Quand tu es comme disait à l'époque le président Oufé en 91, quand les militaires ont envahi la cité universitaire de Yopougon, et puis bon, ils ont commis des actions. Après l'enquête, on a trouvé que les militaires dont la FIPAC était entièrement responsable de ce qui s'est passé. Oufé a dit qu'il ne peut pas les sanctionner parce qu'il ne peut pas retourner son propre couteau contre lui. C'est la même chose. Le Conseil constitutionnel ne peut pas aller contre les intérêts de Ouattara, ne peut pas aller contre le bon vouloir de Ouattara. C'est tout. Parce que le Conseil constitutionnel est aux ordres de Ouattara. Et une chose que je voulais ajouter, quand un régime distribue de l'argent aux gens qui sont censés réguler les lois dans le pays, ça veut dire que ça, c'est un signe de corruption. Donc, le Conseil constitutionnel, les gens demandent qu'il soit dissous parce que tous les membres du Conseil constitutionnel sont corrompus aujourd'hui. Voilà la vraie raison. Est-ce qu'on ne pourrait pas vous rétorquer le fait que vous êtes de l'opposition et que vous voulez, disons, vous trouvez tout négativement de cette façon? Est-ce qu'on ne pourrait pas vous rétorquer cela? Bon, les gens sont... Parce que ce que nous savons quand même au niveau de la Côte d'Ivoire, les différents présidents du Conseil constitutionnel ont toujours été nommés par le président qui en exercice.
C'est ça. Bon, vous savez pourquoi le président Vaudier a démissionné du Conseil constitutionnel sous Ouattara? Parce qu'il a refusé que Ouattara lui dicte ce qu'il sait faire. Lui, Vaudier, lui, c'est un juriste constitutionnel. Il ne peut pas être au président du Conseil constitutionnel et puis Ouattara va l'appeler un mandat pour dire que non, je veux que ceci soit fait, ceci soit fait. Il a refusé cela, voilà pourquoi il a démissionné. Les autres, ceux qui sont là présentement, bon, ils n'en ont rien à foutre. Allez-y, c'est vous l'invité. Je m'excuse du terme que je viens d'employer, mais je pense que les gens ne sont pas sincères avec eux, mais les gens tous les membres du Conseil constitutionnel, ils sont de façon intellectuelle, ils sont malhonnêtes. Ils sont vraiment malhonnêtes parce que il y a quelque chose qu'ils savent faire, mais ils ferment les yeux là-dessus parce que ça n'arrange pas le pouvoir. C'est ce que j'ai dit. C'est parce que certainement les décisions ne sont pas en votre faveur. Peut-être que vous le dites ainsi. L'opposition, s'ils avaient décidé en votre faveur, vous auriez dit autre chose, n'est-ce pas? Mon ami, depuis que Ouattara est au pouvoir, aucune décision du Conseil constitutionnel n'a été en faveur de l'opposition. Tout à fait. Okay. Vrai ou faux? Bon, c'est à vous. Vrai ou faux? Non, vraiment, je vous pose la question. Si vous avez un exemple, donnez-moi l'exemple. Voilà. La dernière décision du Conseil constitutionnel sur la base de laquelle 4 candidats ont été retenus sur 44 candidatures lancées, c'est ce que nous savons. Et donc, vous ne trouvez pas que c'est grotesque cette décision-là? Parce qu'il y a eu 44 candidats et il y a 4 qui ont été retenus. Ça veut dire que les 40 autres, parmi 40 personnes, les dossiers de ces 40 personnes-là n'ont pas été dûment composés comme il se doit. Est-ce que c'est quelque chose auquel toi tu peux croire? Non, moi je ne crois pas à ça. Certains n'ont pas déposé la caution de 50 millions, d'autres n'avaient pas de parrainage complet. Non, mais c'est quand ton dossier est retenu que tu déposes les 50 millions. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Et moi, je ne pense pas que... Moi, je connais des gens qui ne sont pas de mon parti, mais qui sont sérieux, qui ont été candidats, qui ont fait les dossiers comme il se doit, mais les dossiers ont été rejetés. Vous n'allez pas me dire quand même que le président Mamadou Koulibaly ne peut pas trouver un parrainage comme il se doit en Côte d'Ivoire et que lui, il ne peut pas fournir tous les papiers qu'il faut pour être candidat. Quand même. Ça dit que ils ont comment on appelle ça? Ils ont choisi ces 4-là pour les mettre en concurrence et Ouattara va gagner. Et puis bon, on a parlé. C'est ça. En fait, à part le président Bédier, les autres n'ont pas de poids. Les autres n'ont pas de poids. D'accord. Alors, certains disent que la candidature comme vous le dites en ce moment, la candidature de Kakabe, Kwadjo Konan Bertin, est une candidature qui a été suscitée. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Bon, ceux qui disent que sa candidature a été suscitée, certainement qu'ils ont des informations que moi je n'ai pas. Mais ce que je peux dire, Kakabe, politiquement, c'est quelqu'un. Kakabe, politiquement, c'est quelqu'un. Moi, je considère qu'il vit sur une autre planète qu'en Côte d'Ivoire. Parce que je l'ai écouté hier. Il était sur une radio. Je l'ai écouté. Comment il peut dire que lui, il n'a rien contre Ouattara parce que Ouattara n'a pas cherché sa femme. Donc, il peut se planter. On ne lui demande pas ça. On dit qu'il y a des problèmes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu peux faire pour que ces problèmes-là soient réglés? Quand on lui a posé la question sur la CEI, il a dit que pour lui, il n'a pas de problème à la CEI. Les gens lui ont posé la question sur la Constitution. Il a dit que non, le Conseil constitutionnel, il a dit que lui, il n'a pas de problème avec ça. Mais pourquoi voulez-vous qu'il ait des problèmes avec le Conseil constitutionnel? Non, mais justement, je ne veux pas qu'il ait des problèmes. Je ne veux même pas qu'il ait des problèmes avec le Conseil constitutionnel. Ce que je voulais dire,
Lui, il a eu des parrainages alors que Mamadou Koulibaly n'a pas eu de parrainage. Lui, son dossier était au complet alors que Mamadou Koulibaly n'avait pas son dossier au complet. Quand même. Donc, vous le soupçonnez? Hein? Oui. Moi, personnellement, je le soupçonne. De toute façon, c'est quelqu'un qui ne m'intéresse pas parce qu'il n'a pas de cran. Voilà. C'est un papillon politique. Il se couche dans la direction du vent. Là où il peut avoir l'argent, c'est là-bas il va. Il a quand même payé 50 millions pour être candidat. 25 aussi au PDCI pour être candidat. Kakabe n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Comment lui, il peut avoir... D'abord, il a payé 25 millions au niveau du PDCI que le PDCI a bloqué. Et il a trouvé 50 millions pour aller poser ça. Où il a trouvé sur cet argent? Tout cet argent. Quelqu'un qui ne travaille pas, où il a trouvé sur... Moi, en tout cas, j'aimerais connaître son secret parce que moi-même, là, je peux avoir aussi des millions. Vous voulez en avoir. Ma dernière question à vous, M. Péteri, c'est celle-ci. Oui. À part la désobéissance civile, comme je pourrais dire stratégie en date, dont les effets tardent encore à se faire voir, à être perceptibles, quels sont les moyens aujourd'hui dont dispose l'opposition pour avoir gain de cause dans toutes ces revendications qui ont été, disons, lancées? Merci. Moi, je pense que dans toute chose, il faut être conséquent à soi-même. L'opposition aujourd'hui doit se dire que l'avenir de la Côte d'Ivoire se joue en ce moment-là. Parce que nous avons perdu 33 ans déjà. Nous avons pris un retard de 33 ans. Depuis que Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a pris du retard. Ça fait 33 ans qu'il nous fatigue et que les Ivoiriens, l'opposition en général, doit se dire qu'il faut qu'on mette un haut là à cela. Tous les moyens sont bons pour que la désobéissance civile là, marche. Y compris la force. Tous les moyens sont bons. Y compris la force, le coup de non, force. parce qu'il n'y aura pas de force parce que la force n'est pas, l'opposition n'a pas une armée pour faire un coup de force. Non, c'est pas possible. Mais il faut que l'opposition tue la peur de se retrouver, les dirigeants de l'opposition. Il faut qu'ils tuent la peur de se retrouver en prison ou bien de se faire bastonner même, ou bien de se faire tuer. Est-ce que cela est possible en l'espace d'un mois avant les élections du 31 octobre 2020? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas d'élection. Et pour ne pas qu'il y ait ces élections, il faut employer d'autres méthodes, pacifiques bien sûr, pour ne pas qu'il y ait des élections. Nous, dans la diaspora, ici, on a une petite idée là-dessus. C'est quand nous, on peut faire au niveau de la diaspora, on le fera. Au cas où les élections ont lieu le 31 octobre 2020. Je le dis encore, nous n'irons pas aux élections le 31 octobre 2020. Il n'y aura pas d'élection le 31 octobre 2020. Le boycott est alors... Est-ce qu'on s'achemine vers un boycott des élections Non, ce n'est pas un boycott. Ce n'est pas un boycott des élections. Il faut forcer la main à Ouattara pour s'asseoir avec les Ivoiriens. Il ne peut même pas s'asseoir avec les Ivoiriens parce que le 31 octobre 2020, c'est fini pour lui. Son pouvoir en Côte d'Ivoire n'existe plus. Donc, il faut que les Ivoiriens se mettent ensemble pour mettre une transition en place qui, comme je l'ai dit tantôt, qui vont penser les plaies, qui vont essayer de recoudre les morceaux du tissu social qui a été détruit par Ouattara avant de penser à une élection. Ça peut prendre l'espace de 6 mois à 1 an. C'est faisable. C'est faisable. On n'est pas obligé d'aller à ces élections-là parce que si on va à ces élections-là, si les élections ont lieu, on va reconnaître déjà qu'on a une crise préélectorale. Je ne sais pas ce que ça va donner. Justement, c'est la question qu'on se pose. Comment allez-vous empêcher cette élection d'avoir lieu le 31 octobre 2020? Ça, ce sont des stratégies que nous sommes en train de mettre en place. Je ne peux pas, à l'antenne ici, il y a des choses que je ne peux pas dire. Okay. Mais ce qui est sûr, le 31 octobre, il n'y aura pas de d'élection en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, le 31 octobre, il n'y aura pas de d'élection en Côte d'Ivoire. On fera tout pour qu'une transition ait le jour pour qu'on puisse régler les problèmes que nous avons en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes à régler en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a le problème de la Constitution, il y a le problème des choses agraires qu'il faut, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom en français. Ouais. Le problème des terres qu'il faut régler. Le foncier. Il y a des gens qui ont du foncier, il y a des gens qui ont été dépossédés. Chez moi, par exemple, il y a des gens qui ont été dépossédés de leurs terres. Et ils ont peur, ils ne peuvent pas aller dans leur propre champ.
Ça, c'est des problèmes qu'il faut régler d'abord avant d'aller à une élection. Voilà. Oui, ça, c'est des problèmes. Le parti au pouvoir se réclame d'être majoritaire. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que lorsqu'on voit aussi, on fait le point des différentes manifestations, des suivis des mots d'ordre. Et qu'est-ce que vous répondez? Le RDR n'a jamais été et ne sera jamais majoritaire en Côte d'Ivoire. Nous le savons. Le RDR n'a jamais été majoritaire en Côte d'Ivoire et il ne sera jamais majoritaire en Côte d'Ivoire. Ce que le pouvoir RDR utilise aujourd'hui, c'est la violence. Parce que s'il permet aux autres, à l'opposition, de manifester librement, il va avoir... l'opposition peut remplir la place de la République jusqu'à Trècheville ou bien jusqu'à Adjamé. Si le pouvoir RDR permet à l'opposition de manifester correctement, bien encadré par la police, je crois que Ouattara ne va même pas faire 1 ou 2 jours pour quitter la Côte d'Ivoire. Mais il sait cela, il a peur de cela et il ne peut pas permettre à l'opposition de manifester. C'est tout. Sinon, quand il fait venir ces gens-là, bon, il met les moyens de l'État à leur disposition pour venir à ces manifestations. Ça, ce ne sont pas... il ne peut pas compter sur ça pour dire qu'il est majoritaire en Côte d'Ivoire. Non, Ouattara n'a jamais été majoritaire en Côte d'Ivoire. Le RDR n'a jamais été majoritaire en Côte d'Ivoire. Nous le savons tous. Toi, tu le sais, moi, je le sais. Merci, monsieur Blaise Seri Wandji. Amis auditeurs, vous êtes sur Nabo News Radio, vous nous suivez depuis la métropole de Washington DC. Je recevais ici pour notre thème du week-end, qui est la désobéissance civile en Côte d'Ivoire, monsieur Seri Wandji. Il est secrétaire général du Front populaire ivoirien dans la région métropolitaine de Washington DC. Merci, monsieur Seri, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous nous donnons rendez-vous certainement pour un autre numéro. Et puis, voilà, bonne journée à vous. Merci, Clément Nambo, et c'est moi qui vous remercie parce que bon, vous m'avez donné la possibilité d'exprimer sur ce point-là mon point de vue. Donc, merci à vous. Vous êtes toujours la bienvenue sur le canal. Ça, c'est ma maison. Je pense que ça devient ma maison. Une plateforme d'expression libre, sans contrainte. On dit ce qu'on pense, et puis ben voilà. Merci beaucoup, nous sommes dans la diaspora. Merci. C'est normal. Voilà, amis auditeurs, ne décrochez pas, notre programme continue et nos programmes continuent jusqu'à demain matin.